Question d'actualité du mercredi 10 avril. Julien Corona au micro, toujours avec vous pour les 2 prochaines semaines. Et Daniel Fortin, comme d'habitude, aussi à la réalisation, le génie des micros aussi en arrière sur sa console. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Bérard, c'est aussi un habitué des programmes de la station. Salut Fred. Salut Julien. Ça va bien? Merci, oui. Ça va super bien, une belle matinée. En plus, il fait beau là cette semaine, le printemps est enfin là, ça fait du bien. On va traverser les vitres translucides rapidement pour aller voir ce beau soleil. Est-ce que tu as profité de l'éclipse? Profiter, je sais pas. Oui, j'ai regardé. T'as regardé, t'as vu ça? Comme tout le monde, j'ai mis mes lunettes, contrairement à Bernard Drinville, et ça s'est bien passé. C'était excellent, c'était en mode... Ça m'a vraiment fait... Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai vraiment pensé à l'image de Donald Trump qui a regardé ça. Non, mais faut pas envoyer les ministres d'éducation avec des enfants, là. C'est mauvais, là. C'est mauvais pour le message. Oh, mais c'est surtout... Mais c'est le message, en plus, quand tu penses... Et après, François Legault qui dit dans le même snippet audio, « Ah, on n'aurait peut-être pas dû fermer les écoles quand je voyais les enfants heureux, mais ça, c'est Ça, c'est une autre question. » Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton nouveau livre « On nous tuera doucement, chronique sur nos dérives médiatiques, politiques et environnementales », avec une préface de Denis Lévesque, ton comparse, qui t'a lancé dans le milieu des médias et avec qui j'avais pu assister au lancement de ton livre il y a 2 semaines à la librairie Raffin sur Saint-Hubert, qui a été une super belle conversation entre toi et Denis. Et c'est aux éditions Somme Toute. Le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies qui supportez vos libraires indépendants. Vous pourrez le trouver là et ça leur fera un grand bien en ce moment. Ma première question à propos de ce livre, pourquoi ce titre? Écoute, moi, mes titres sont toujours pas très jojo. J'avais écrit quoi? La fin de l'état de droit, La Terre est une poubelle en feu, La bêtise insiste toujours, L'homme de paille, bon, c'est moins provocateur, Dérèglement politique. J'ai vraiment l'impression, c'est pas une impression, c'est pas du ressenti, là, mais j'arrive à la conclusion triste que les démocraties occidentales sont en train de se faire assassiner essentiellement, tranquillement, comme ça, de manière subrettiste, sans qu'on réagisse, en parfaite apathie, et arrivera un moment donné où il sera trop tard, si c'est pas déjà le cas. Et pourquoi il sera trop tard? Quels sont les éléments? Tu parles souvent de la politique, de l'augmentation des populismes et ce genre de choses, mais aussi, et on voit dans les différentes chroniques que tu as pu faire dans les médias qui sont retranscrites dans ce livre, c'est que tu as aussi une sorte de désespoir par rapport à une situation où le citoyen habituel, le citoyen lambda, un peu se met confortable dans son silence, dans son petit train-train quotidien, oubliant le fait que la société tend à s'effondrer autour de lui et préférant acheter son iPhone que défendre ses droits un peu. Ouais, ça, je m'en désole, mais en même temps, je suis pas tant surpris, puis je le dis avec absolument zéro condescendance. De tous les âges, il y a toujours eu une masse critique qui suit un peu les mouvements. C'est pas pour rien que les mouvements fascisants des années 30 ont eu autant de succès. C'est pas pour rien que Hitler a été plébiscité. Les exemples sont archi nombreux. Mais pourquoi alors que l'histoire existe? On connaît l'histoire et ça se répète aujourd'hui avec ce que tu dis comme étant le progrès du mal. Ça, oui, j'appelle ça comme ça. Moi, c'est le bout, qui me dépasse, par contre. On a joué dans ce film-là, là. On a joué, puis de mémoire, ça s'est vraiment, vraiment mal terminé, là. Puis on est à peu près tous d'accord là-dessus, sauf quelques-uns. Alors, comment se fait-il qu'on recommence, on regarde le scénario, puis on dit, ça n'a pas l'air trop mal. Et là, on est rendu à un stade où, franchement, comment je dirais? La prochaine étape, c'est celle-là, là. Et puis moi, ceux qui me disent, oui, mais l'extrême gauche, c'est pas mieux. L'extrême gauche... De quoi vous me parlez, là, des 3 wabos de Schlaga, là, qui ont fait des graffitis au poste de police? J'ai regardé l'Europe actuellement. L'Europe est soit gangrénée par l'extrême droite au pouvoir, ou cette même extrême droite est aux portes du pouvoir. Ou si elle ne va pas au pouvoir, elle influence tellement les partis au pouvoir qui veulent éviter que... Voilà, mais juste CNews avec Macron, avec le droit du sol et ainsi de suite. Je veux dire, c'est épouvantable, ça. Jamais on n'aurait pensé ça de la France il y a 10 ans. C'était une idée de Jean-Marie Le Pen au début des années 80, qui a toujours été préférence nationale. Oui, toujours été vue et conçue comme étant une idée parfaitement raciste. Et là, aujourd'hui, Macron réussit à faire passer ça avec Bolloré qui lui souffle à l'oreille quoi faire, évidemment. Donc, tout ça pour dire, fais le tour de la map monde. Je parle juste de l'Occident, en fait.
L'extrême droite, je suis désolé, elle est rendue absolument partout, à peu près partout. Il y a, Julien, au moment où on se parle, des nazis, et ça a été documenté la semaine dernière, des nazis au Parlement allemand. Ouais, qui sont dans les staffeurs de différents partis, ça a été prouvé. Des nazis! Ouais, les gens qui sont liés à l'AfD, mais quand l'AfD qui se dit une extrême droite populiste normale, mais on va analyser un peu, c'est quand même un parti qui, il y a quelques semaines, c'est Der Spiegel ou quelque chose qui avait pu, True Bild, qui avait pu montrer que ce parti préparait un programme secret de renvoi automatique d'étrangers qui ont même la nationalité, de leur retirer et de les virer afin de re-dutchiser, re-almaniser l'Allemagne. Voilà. Puis, il y en la réimmigration d'Éric Zemmour. La réimmigration d'Éric Zemmour, appuyée par des gens qu'on connaît bien, puis ceux qui nous disent que l'Europe, d'ici quelques décennies, va être grand remplacée. Ils le disent pas toujours comme ça, parce qu'ils sont plus subtils. Grand remplacé par quoi? C'est pour des questions raciales, tout simplement. Puis est-ce qu'ils visent les Arabes? C'est que là, tu parles du grand remplacement, c'est qu'on voit un peu ce mouvement. Ce mouvement est venu de penseurs qui, au départ, ne sont pas des penseurs, ce sont des charlatans. Renaud Camus est un auteur charlatan. Un écrivain qui est sorti au Carrefour Laval puis dit on est en train de se faire grand remplacer. C'est le genre de choses comme un chroniqueur qui va au Carrefour Laval et qui dit qu'il n'entend plus de français. Jean-Frédéric Lacroix, essentiellement. Ouais. Et donc, c'est ce genre de choses. Et ensuite, ça est récupéré par des gens qui ont intérêt à maximiser ce genre de discours. Et on voit cette maximisation qui se fait par des politiques, mais qui aussi se fait par ces chroniqueurs qui ont énormément d'influence. Et là, on voit un lien entre la France et le Québec. Et puis, n'oubliez pas une affaire. Quand Renaud Camus a sorti ça initialement, on disait c'est un écrivain, là, il fait le clown, on s'en fout. Et après, ceux qui se sont mis qui ont commencé à mettre de l'avant la théorie en question, qui est une théorie parfaitement complotiste, là. Elle n'est pas démontrée par les mathématiques. Il faut le concevoir, là. Il y a plusieurs études sérieuses qui montrent que c'est n'importe quoi cette théorie-là. Or, quand les premiers, ambassadeurs de la théorie se sont fait connaître, ils sont passés pour de vrais coucous, là. Mais c'est des wabos, ces gens-là. Mais là, on est en 2014, 15, 16. Or, à peine 7, 8, 9 ans plus tard, la théorie a fini par gagner non seulement du chemin, mais est ancrée dans plusieurs mentalités. Et j'espérais pas le nommer aujourd'hui, mais moi, côté, quand on lui pose la question, le grand remplacement, non, le concept est galvaudé, alors il appelle ça autrement, mais moi, je m'en fous de la manière dont tu l'appelles. Le point, c'est qu'est-ce que tu essaies... C'est la sémantique, la signification de la sémantique. Qu'est-ce que tu essaies de nous faire croire? Et ici, c'est lui d'ailleurs qui disait que d'ici 2100, les peuples européens ne seront plus bons. C'est ça qui arrive. Donc, on a mis ça dans la tête des gens et ceci justifie toutes sortes de politiques parfaitement racistes. Donc, on voit ce progrès du mal, on voit ce mal, on parle d'éveil collectif. Est-ce que tu penses que les gens, malgré toutes ces informations fausses, ils sont abreuvés d'informations déprimantes, fausses. On a l'utilité d'organes de propagande tels que CNews le fait et tout ça. Mais on voit de plus en plus cette progression. Peut-on quand même avoir confiance de l'autre côté face à un éveil collectif face à ce mouvement? Moi, j'aimerais bien, c'est mon espoir, mais mon espoir réside sur quoi? Il réside sur pas grand-chose, en fait, pour être honnête, parce que ce sont des machines de guerre, là. CNews... écoute, c'est rien CNews dans le paysage français versus d'autres joueurs médiatiques, mais reste qu'ils ont une influence de plus en plus grandissante. Là. C'est ça la réalité. Prenons l'exemple, il y a une enquête qui a été faite cette semaine ou la semaine dernière par un média d'investigation qui a expliqué à quel point CNews déforme la réalité de ses propres journalistes. Oui. Leurs propres journalistes envoient des informations, par exemple SMS aux chroniqueurs en ondes et tout ça, et les chroniqueurs vont déformer la vérité qui a été envoyée pour que ça serve le narratif. Et on voit, c'est le phénomène Fox News. Fox News a créé ça, magnifié ça, mais à mon sens, je pense que les pays autres que les États-Unis, on était beaucoup moins polarisés. On est plus perméable à ces influences dégueulasses et donc ça fait que les gens sont beaucoup plus malléables et facilement influençables. Non, mais évidemment, puis oublie pas que cette étude-là est basée sur des témoignages de journalistes actuels de CNews. Et d'ex-journalistes qui sont ferment leur gueule. Oui, évidemment, évidemment. Mais c'est incroyable, là, pour ceux qui ont des doutes sur la véracité d'eux, mais il faut arrêter de déconner, là. Les journalistes eux-mêmes disent, écoutez, moi, je leur donne telle information, puis ils finissent par
mettre de la sauce dessus pour s'assurer que ce soit encore la faute des musulmans, alors que là, c'est même pas ça dont on parlait. Le truc du racisme anti-blanc. Joe a été tué parce que c'est du racisme anti-blanc. C'était démontré par la police que c'était faux. Et maintenant, on a un Donald Trump qui dit qu'il faut aussi faire des éducations au racisme anti-blanc. S'il est élu, il fera des choses comme ça. Mais c'est parce que ça, la beauté de l'affaire. Puis moi, ça me surprend à quel point les gens allument pas rapidement. Mathieu Bock-Côté, c'est un ambassadeur de l'extrême droite qui appuie les discours trumpistes à l'os. C'est-à-dire, c'est la même affaire. Regardez tous les trucs de guerre culturelle, par exemple. Hein? Le racisme, ils ont le même discours. C'est juste, ce sont des services de traduction, là, essentiellement. Et or, les démocraties occidentales, actuellement, sont pas juste assiégées de manière, comment je te dirais, sont assiégées de manière de moins en moins subtile, en quelque sorte, pour quiconque veut se donner la peine de voir. Par exemple, Trump, hier encore, ou avant-hier, je me souviens plus... Son message sur la guerre civile, s'il n'est pas élu, la lutte au woke. Il y aura guerre civile contre les bons républicains, évidemment, puis le wokisme personnifié par Ottawa. Et le message est très religieux. Quand tu vois ce message en question, on peut le voir, c'est un post, une publication de Donald Trump du 6 ou du 7 avril sur Truth, mais on peut les retrouver sur X, l'ancien Twitter. Et ce message fait très, on dirait un message biblique, en gros, le rapture, le jugement dernier arrive pour eux, et ce jugement dernier au niveau des États-Unis sera la lutte finale entre le wokisme et le bon samaritain américain qui est représenté par le nouveau républicain, le trumpiste. Mais est-ce que... Parce que ça, des images de Biden ligotées dans une valise de truck, et Trump qui cite à 6 reprises Mein Kampf de Hitler en décembre et janvier dernier, les immigrants sont le poison de notre pays. Trump qui invite pas très subtilement la Russie à attaquer l'OTAN. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un truc comme ça il y a 10-15 ans à peine? Tu le cites souvent cet exemple aussi, une Marine Le Pen qui n'a pas de problème à assumer d'être financée par la Russie. Absolument pas. D'avoir pris un prêt auprès d'oligarques proches de Vladimir Poutine. Puis elle est première dans les sondages. Puis les gens ne réagissent pas. Et CNews fait la promo de Le Pen à fond la caisse, sinon de Reconquête. Ou utilise Zemmour pour faire en sorte que Le Pen soit beaucoup plus acceptable. Le bon vieux classique. Il est tellement pire qu'elle est gentille. Le bon vieux classique. Mais c'est parce que là, je trouve que la fenêtre se déplace à une vitesse fulgurante au point où on ne peut plus rien dire qui soit considéré comme problématique. Julien, pense-y, là. Est-ce que même George W. Bush, qui était quand même pas un petit chanteur du Mont-Royal, là, à ce que je sache, est-ce qu'on aurait pu imaginer Bush citer Mein Kampf? Non. Je pense pas, non. Je pense pas que ça a réveillé très tard. Je pense qu'il est pas assez intelligent pour faire ça. Il y a ça aussi. Bon, mais ça, c'est peut-être un autre débat. Mais trouve-moi n'importe quel autre président ou candidat à la présidentielle. On parle de Mein Kampf. Ça aurait été éliminatoire. Puis les gens me disent, c'est Trump. Oui, c'est ça. OK, fait que c'est quoi l'argument? Donc, parce que c'est Trump, il est comme ça. Mais c'est parce qu'il est premier dans les sondages, là. Je veux dire, on parle pas d'un candidat marginal là, sorti de la taverne du coin. Là. Fred, on a aussi, dans le cadre de ton livre, il nous reste deux petites minutes et demie, on a aussi, dans le cadre de ton livre, beaucoup les éléments liés à tes chroniques sur l'environnement et comment on voit cet aspect de « on tuera doucement » se passe de plus en plus sur l'aspect environnemental, avec un retour de plus en plus fort de discours contre le réchauffement climatique, contre la véracité du réchauffement climatique. Au Québec, on a beaucoup ça avec l'influence de plus en plus grande des milieux conservateurs, proches d'Éric Duhem, de Radio et des radios poubelles de Québec, qui viennent sortir un tralala comme pas possible. Ils ont une force de frappe, hein? Ouais. Est-ce que c'est aussi cette force de frappe de ces médias et de ces univers populistes qui fait en sorte que ce genre de discours revient? Oui, puis si tu me permets, ces deux discours, celui dont on vient d'aborder sur l'extrême droite, le populisme, et celui-ci sur l'environnement, qui est aussi très, très populiste, il y a une similitude, il y a un point de jonction très, très évident dans ces deux discours-là, notamment du fait qu'au-delà des discours, il y aura des conséquences à ça. Selon l'ONU, d'ici 2050, donc pas en 2050, d'ici 2050, il y aura au bas mot. Ça, c'est si là, on stoppait l'hémorragie maintenant, là, donc on s'entend qu'on s'enligne pas pour ça du tout. Il y aurait au bas mot 220 millions de réfugiés climatiques d'ici 25 ans, ni plus ni moins. Mais ils vont aller où, ces gens-là? Et là, en même temps, tu as une hausse fulgurante de l'extrême droite, des discours absolument racistes qui
ferme les frontières, qui vise, tu l'as dit, avec l'AFP en Allemagne, qui vise à renvoyer des gens chez eux, même ceux qui ont la nationalité. On voit que la France commence à chanceler avec toutes les questions de droit du sol et ainsi de suite. Alors, comment ça va se finir, tout ça? Ben, j'ai tendance à dire très, très, très mal, au final. Hein? Trump a même promis qu'il allait fermer les frontières à 100% et qu'il allait reconduire des immigrants chez eux. Bon, pour ce que ça veut dire. 30 petites secondes. Ma dernière question, c'est... Il y a un titre qui m'a beaucoup marqué dans tes chroniques, c'est « Empêcher que le monde ne se défasse ». Albert Camus. Comment empêcher que le monde ne se défasse? En se parlant comme ça, aujourd'hui, en essayant de s'encourager, puis en essayant de secouer l'apathie. Et puis c'est pour ça que je te remercie d'ailleurs, parce que tu es un rouage important de ce baume absolument essentiel. Et ce livre est aussi un rouage important de ce baume essentiel. Frédéric Bérard, on y tournera doucement, chronique sur nos dérives médiatiques, politiques et environnementales, avec une excellente préface de Denis Lévesque, aux éditions Somme Toute. Il est disponible dans toutes vos librairies. Merci beaucoup, Fred, d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie. On se retrouve quand tu veux. À bientôt. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Passe une très belle journée aux antennes de Radio VM.